Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 5. On va faire le débrief de cette étape numéro 5 où il s'est passé pas mal de choses. C'était un contre-la-montre entre Changé et Laval, 24 km, non, c'était 27, je ne sais plus, contre le kilomètre de contre-la-montre. Je vérifie, c'était bien 27 dans cette étape. Et on commence à y voir un peu plus clair au niveau de la hiérarchie. Pogacar a fait un sacré coup. Les coureurs français un petit peu en retrait pour certains, mais on reviendra là-dessus. Et puis il y a des coureurs qui n'ont pas fait une belle perte. Et on reviendra là-dessus également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également. Et on fera également un petit point sur le classement général en toute fin de vidéo parce que là, je donne 3 flops, je donne 3 tops. Mais bien entendu, il y a un peu plus de coureurs qui s'en sont un peu pas très bien sortis. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je vais commencer avec Pierre Latour, le coureur de l'équipe Total Énergie, qui a fait plutôt une belle journée. Pierre Latour, on l'attendait peut-être pas à la minute de retard pour le coureur français. Il finit 15e de cette étape pour la 1 minute 14 sur Pogacar. Très clairement, moi, sur 27 km, je m'attendais plutôt au-delà d'une minute 30 de ce que j'avais vu notamment au Tour de Suisse, où sur les contre-la-montre, il n'avait pas été incroyable, même au championnat de France. Il avait pris une minute par rapport à Benjamin Thomas. Mais on sent que c'est un coureur, Pierre Latour, qui monte en puissance. J'avais des doutes par rapport à sa préparation, notamment lors du Tour de Suisse. Mais là, ça fait depuis le début du Tour de France où il est vraiment bien. Là, sur ce contre-la-montre, on voit une 14, donc ça veut dire qu'il est plus performant qu'au championnat de France. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire attention à lui en 3e semaine, parce que la montée de puissance, ça veut dire qu'il sera peut-être très performant dans les Pyrénées, le coureur français. Alors après, pour le général, il faudra voir, parce que c'est vrai que ces dernières années, Pierre Latour, pour le classement général, c'était pas vraiment ça, mais on sait que du côté de chez Total Energy, on aimerait aussi une victoire d'étape, parce qu'on a pu gagner depuis Lilian Calmejane sur le Tour de France, et que ça serait intéressant pour cette équipe. Et surtout pour le sponsor, parce qu'on sent que Total met quand même un petit peu de pression sur Johan Bernardo depuis quelques temps pour qu'il y ait des résultats soient un peu meilleurs, et ce qui a donné un changement de physionomie dans cette équipe. On avait beaucoup de coureurs français et que désormais on a beaucoup plus de coureurs internationaux. En notant du côté de Pierre Latour, j'ai adoré les questions de Céline Rousseau, qui était déjà pas très compétente sur le Dakar, qui était pas très compétente sur les 24 heures du Mans, qui est toujours pas très compétente sur le Tour de France, et qui lui a quand même dit que vous êtes l'un des meilleurs coureurs du monde au niveau de la montagne. Bon, c'est quand même pas Tadej Pogacar, Pierre Latour, on est quand même un cran en dessous. Et il lui a bien fait comprendre en plus dans sa réponse, donc c'est quand même incroyable de raconter ce genre de bêtises. On continue avec Julien Lafilippe qui finit juste devant Pierre Latour. Du côté de Julien, c'est bof. C'est bof, ça aurait pu être pire. Il faut quand même savoir que le parcours ne convenait pas à Julien Lafilippe. Je ne comprends pas également chez France Télévisions quand on dit que le parcours convenait à Julien Lafilippe. Julien Lafilippe n'est pas un coureur de contre-la-montre. C'est un puncher. Alors oui, il s'en sort très très bien. Il a remporté des contre-la-montre de puncher. Il avait fait une belle performance notamment sur un contre-la-montre en montagne. Je rappelle que le premier, c'était Ourad ce jour-là. Ourad est un petit peu plus loin aujourd'hui, même si Ourad fait un bon contre-la-montre. Pour tout dire, il y a 3 secondes d'écart entre lui et Ourad. Alaphilippe, il s'en sort pas si mal au final, parce qu'il finit devant Geraint Thomas, il finit pas très loin de Richie Porte. Richie Porte est à la 55 secondes, donc il finit à 15 secondes de Richie Porte. Mais c'était pas un contre-la-montre qui lui convenait. Les 2 contre-la-montre sur ce Tour de France ne lui conviennent pas de toute manière à Julien Alaphilippe. Il faudrait qu'il y ait des bosses sur ces contre-la-montre, et ce n'est pas le cas. Ils sont tout pleins, les 2 contre-la-montre. On aura, je pense, une hiérarchie assez équivalente sur le prochain. Donc du côté de Julien Lafilippe, une 11, il s'en sort pas très bien, pas très mal également du côté du général, parce qu'il est 4e certes à 48 secondes de Van Der Poel, c'est-à-dire à 40 secondes de Pogacar. Il est 2e, on peut dire virtuellement au niveau des leaders, parce qu'il est devant Lutsenko, devant Uran, devant Roglic,
devant Geraint Thomas, non, devant beaucoup de coureurs. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se passer pour lui dans les prochaines étapes aux coureurs français. On continue avec Kung qui finit deuxième du contre-la-montre, 19 secondes. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à se reprocher. Stephen Kung aujourd'hui, il est tombé sur plus fort que lui. Il a pourtant fait une belle course. Mais bon, voilà, Stephen Kung, il peut... sur un contre-la-montre comme ça, quand vous avez un coureur qui est un peu au-dessus du lot, c'est compliqué. Du côté de la Groupama, par contre, déception du côté de David Gaudu, qui pourtant avait été plutôt bon sur le contre-la-montre du Dauphiné. Alors c'est un contre-la-montre qui était plus court, avec une bosse sur la fin. Mais aujourd'hui, du côté de David Gaudu, simplement 44e, 2 minutes 14 aujourd'hui de perdu. Si on considère ça, ça fera plus de 2,30. Ça fera quasiment 2,40, 2,45 sur le prochain contre-la-montre du côté de Saint-Émilion lors de l'étape numéro 20. Donc du côté de David Gaudu, s'il veut rentrer, on va dire, dans le top 10 de ce Tour de France, il faudra prendre en compte qu'il va encore perdre facilement 2 minutes 40 sur le prochain contre-la-montre. C'est dommage parce que on sentait du mieux du côté de chez David Gaudu, du côté des contre-la-montre. Donc là aujourd'hui, ça s'est pas du tout bien passé pour le coureur français. Alors est-ce qu'il panne de jambes ou est-ce que tout simplement le parcours sur les contre-la-montre là, il faut emmener des plus gros braquets. Parfois, entre un braquet de 54 et un braquet de 56 ou 57 ou même 58 comme il fallait emmener aujourd'hui, on a un peu du mal. Et puis parfois, comme on est sur le Tour de France, on a un peu de pression, alors on se dit on va mettre un 58 alors qu'on n'en met jamais d'habitude. Et oui, mais le 58, il faut pouvoir l'emmener dans les phases de plat, et peut-être c'est ce qui a été compliqué pour David Gaudu sur ce parcours. Mais pour moi, c'est une contre-performance. Je m'attendais plutôt, là encore une fois, à être dans les temps d'une minute 30 de retard. Donc là, il y a 45 secondes en plus. C'est un petit peu décevant. C'est pas le seul Français coureur bleu qui se sort pas très bien, parce que Quintana également de 36. Mais du côté de Quintana, c'est un peu plus normal. On ne s'attendait pas non plus à une grande performance du coureur colombien, qui se termine avec avec Guillaume Martin, un coureur de la Cofidis. Du côté de Guillaume Martin, 3 minutes 15, ça fait quand même un peu beaucoup. 3 minutes 15 aujourd'hui également. Alors certes, il joue plus vraiment le général, Guillaume Martin, mais j'étais surtout surpris par son interview d'après-course où il dit « je suis pas déçu ». Quand on perd 3 minutes 15 sur 27 km, ça fait quand même plus d'une minute par kilomètre. Ça fait une sorte de 1,10, un peu comme ça, 1,15 par kilomètre. Ça fait un peu beaucoup quand on veut jouer les classements des grands tours. Et du côté de Guillaume Martin, s'il ne travaille pas le contre-la-montre, il ne pourra pas s'améliorer sur les classements de ce type d'étape. C'est un petit peu dommage de ce côté-là. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou. Il veut passer à la télé, celui-là. Du côté des coureurs au top, on commence avec Tadej Pogačar. Là aujourd'hui, il a quand même mis une peignée à tout le monde. Tadej Pogačar, il a fait mal. Pardon, il a fait très très mal. On regarde quand même sur le classement de l'étape. Du côté des leaders, c'est presque Roglic qui s'en sort le mieux, avec Vingegaard. Mais Vingegaard, techniquement pas le leader de la Jumbo-Visma, même si pour le maillot blanc, ça devient un candidat extrêmement crédible, Vingegaard, pour faire un bon classement du côté du classement chez les jeunes, et pourquoi pas un top 10 également. C'est Roglic qui s'en sort le mieux, mais Roglic perd 44 secondes. Richie porte 55, Lutsenko 1 minute, Alaphilippe 1 11, Uran 1 8, et encore pour Uran, c'est plutôt un bon chrono. C'est un peu la faillite. Carapaz perd 1,44. Alors on ne s'attendait pas à un contre-la-montre de la part de Carapaz, mais c'est pour montrer quand même la performance du coureur slovène aujourd'hui. Personne ne pouvait être dans son sillage aujourd'hui. Du côté de Pogačar, il a vraiment été impressionnant. Il colle 19 secondes à Kung, 27 à Vingegaard, 30 à Van Aert. Donc c'est vraiment une mauvaise journée pour ses adversaires, une très très bonne journée pour lui, surtout que à part les 26 secondes qu'il avait perdues lors de l'étape numéro 3 à Pontivy, il n'avait pas fait d'erreur sur ce début de Tour de France. On l'avait peu vu, mais il n'avait pas fait d'erreur. Et en plus, il avait fait des bonifications. Ce qui fait que ce soir, quand même, Pogačar, il n'est qu'à 8 secondes de Van Der Poel.
Et en plus, du côté de Pogacar, c'est plutôt une bonne nouvelle d'être à 10 secondes de Van Der Poel, parce que du côté du AE, on va pas être obligé de contrôler la course. On va laisser faire Alpecin Phoenix au moins jusqu'à l'étape de samedi, l'étape de Yona, parce que Van Der Poel il passera tranquillement l'étape du Creusot. Et même au Yona, est-ce que Van Der Poel en s'arrachant n'est pas capable de passer? Mais ça serait idéal pour Pogacar de ne pas prendre le poids de la course tout de suite, même si UAE aujourd'hui s'est amélioré. Et puis quand on voit le chrono qu'a fait McNulty, on sent que le leader c'est Pogacar, parce que McNulty finit avant-dernier pour un coureur qui, je crois, avait fini 3e du contre-la-montre de G1 sur Paris-Nice. On s'aperçoit que voilà, on l'a fait un petit peu en dedans quand on perd, je sais plus, c'est 7 minutes, plus de 7 minutes même. Aujourd'hui, je crois que c'était pas loin de 7. 6,55, voilà, pour McNulty qui finit dernier d'étape. À la limite du hors-délai, parce que le hors-délai c'était 8 minutes. Ils ont bien calculé leur coup du côté du AE, donc on s'aperçoit que le collectif autour de lui est plus costaud, mais malgré tout, ne pas avoir le poids de la course en première semaine, c'est toujours un avantage. On continue avec Van Der Poel, sacrée performance de Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, qui sauve son maillot pour 8 secondes. Mais quand même, il ne perd que 31 secondes sur Pogacar. Il ne finit qu'à 1 seconde de Van Aert. Devant Casper Asgreen, devant Cataneo, devant Richie Porte, qui sont quand même pas des peintres du côté du contre-la-montre. Du côté de Mathieu Van Der Poel, je voulais voir. Pourtant, c'est pas un expert du contre-la-montre, oui, parce que Tour de Suisse, première étape, il finit 25e. Sur Tirreno, 67e du contre-la-montre. Cette année, si je regarde l'année dernière sur les chronos, il avait fait 5e sur le Big Bang Tour, 14e sur Tirreno, encore une fois à San Benedetto del Tronto. Après, je m'aperçois quand même qu'on a peu de références pour Mathieu Van Der Poel sur des contre-la-montre de plus de 20 km. Et c'est peut-être ça, sa force aujourd'hui, c'est d'avoir tenu dans l'effort. On sait que Van Der Poel, on a vu notamment à Mur de Bretagne, que c'est un coureur qui a une très bonne capacité de résistance à l'effort, à la récupération également entre deux efforts intenses. Et là, je pense que sur un contre-la-montre comme ça, où 27 km, c'est pas encore des distances très très longues, mais ça a quand même son importance. On n'est pas sur un contre-la-montre de 10 km. Ça a eu son importance et cette capacité en plus à rester haut dans les tours. Je rappelle que c'est un coureur qui vient du cyclocross, Van Der Poel. Donc c'est un coureur qui fait des efforts à haute intensité pendant 1 heure. C'est ça le cyclocross. Ça a aidé forcément pour cette étape. Et c'est pas une surprise de voir 1 seconde de Wout van Aert, parce que bon, c'est quand même 2 coureurs qui sur le cyclocross depuis 5-6 ans se suivent toujours dans un sens comme dans l'autre, du côté de Van Aert et Van Der Poel. Donc très belle performance du côté du néerlandais qui voulait défendre son maillot jaune, qui l'a défendu. Belle performance. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est peut-être même la seule surprise, on va dire, du côté des bonnes surprises de cette étape. Et puis je termine avec Vingegaard. C'est la deuxième surprise. Vingegaard, deuxième surprise, demi-surprise quand même, pour le Danois. 27 secondes, vu les performances depuis le début de saison du Danois. Jonas Vingegaard, je dirais pas que c'est une confirmation quand même de ce qu'on avait vu les années précédentes de chez ce coureur. Mais ça reste son premier Tour de France. Il n'a qu'une Vuelta à son actif. Et c'est un coureur, qui a quand même cette année des bons résultats, notamment victoire d'étape sur l'UAE Tour, deuxième du Tour du Pays Basque, vainqueur de la semaine internationale Copier-Bartali, également deuxième de la dernière étape du Dauphiné Libéré à la montée vers Léger, deuxième du classement, ça j'ai déjà dit. Non, c'est un coureur qui a fait quand même des belles étapes jusqu'à maintenant et il arrive à faire de sacrées perfs sur le contre-la-montre. C'est surtout étonnant parce que c'est quand même pas un grand physique, 1m75, 60 kg. Alors, bien entendu, pour passer les bosses, ça aide, mais il colle quand même aujourd'hui Vingegaard, donc il finit à 27 secondes, il colle quand même 10 secondes, plus de 10 secondes, 15 secondes à Roglic, son leader, techniquement. Ça va commencer à être un problème,
chez Jumbo-Visma d'avoir 2 cartes, on va dire, pour le général. Alors certes, techniquement, c'est Roglic le leader, mais quand on voit la performance de Jonas Vingegaard, eh bien, on se dit que si Roglic ne s'en sort pas très bien, c'est quand même une bonne carte de rechange, mais c'est aussi un problème parce que il va falloir réussir à gérer ça dans une formation qui, normalement, ne comptait qu'un seul leader, en rappelant que Vingegaard, normalement, ne devait pas faire le Tour de France en tout début d'année, et qu'au fur et à mesure, il a remplacé Tom Dumoulin, qui avait fait sa petite dépression, sa petite pré-retraite, mais il a décidé de revenir après avoir fait une pause, le coureur néerlandais. Et puis, du côté de Vingegaard, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un coureur qui passe bien les côtes. Donc là, encore une fois, peut-être au Creusot notamment, c'est un coureur sur lequel il faudra peut-être compter. Du côté des flops, rapidement, je commence avec Geraint Thomas. Geraint Thomas est une contre-performance pour moi du coureur britannique parce que 1 minute 18 sur un chrono, même si on compare au temps de Roglic, il est à 30 secondes de Roglic aujourd'hui, Geraint Thomas. Alors certes, il est tombé, il y a eu l'épaule de mise. Forcément, ça a des conséquences. Mais d'un point de vue comptable, aujourd'hui, on s'attendait plutôt à ce qu'il soit devant et il est plutôt derrière. Et c'est une mauvaise nouvelle pour le coureur britannique parce que ça montre que le fait de s'être déboîté l'épaule, même si on lui a remise, ça a des conséquences sur la suite de son Tour de France. Peut-être des douleurs au niveau de l'épaule, ce qui a donné des problèmes de posture sur le VO peut-être, parce que je trouvais quand même qu'il dandinait énormément du bassin. Même si Thomas Voeckler disait c'est son habitude, je trouvais quand même que ça bougeait plus que d'habitude. Et puis du côté de Geraint Thomas, c'est quand même le deuxième contre-la-montre d'affilée qu'il rate. Celui du Dauphiné, ça avait quand même pas été la folie. Là encore aujourd'hui, je trouve quand même que Geraint Thomas emmène des braquets démentiels. Et surtout, il n'arrive pas à les emmener. C'est plutôt ça le problème. Il a un gros braquet, mais il n'arrive pas à l'emmener parce que ça tourne pas assez les jambes. Et sur un contre-la-montre, il faut réussir quand même à garder un petit peu de vélocité. Alors, je dis pas de tourner à 115 ou 120 tours minute comme le Chris Froome des belles années, on va dire, mais il faut quand même réussir à atteindre les 90 tours minute par des coups de pédale. Et là, aujourd'hui, Geraint Thomas, ils n'avaient pas les 90 coups de pédale par minute. Sur un contre-la-montre, vous pouvez tenir comme ça 5, 6, 7 km, vous ne pouvez pas tenir 27 km dans ces conditions-là, donc c'est une contre-performance. En sachant que du côté de l'Armada Ineos, aujourd'hui, Richie Porte, c'est quand même pas la folie non plus, et Carapaz, il a fait le temps qu'on pensait qu'il allait faire, mais il ne s'est pas sublimé aujourd'hui. Contre-performance pour moi, Kelderman. Wilco Kelderman aujourd'hui, 27e seulement, 1,49 dans les temps d'Henrik Mas. On ne s'attendait pas à ce que Kelderman soit derrière Henrik Mas au classement de cette étape. C'est une mauvaise journée pour Kelderman. Lui, qui normalement est toujours très bon sur les contre-la-montre, et je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être de la fatigue par rapport au premier jour, peut-être tout simplement une contre-performance. Alors c'est vrai qu'il est assez maigre cette année, Kelderman, mais ça ne l'avait pas gêné, notamment au Tour de Romandie, où il avait quand même fait 13e, 11e du prologue. C'est un coureur qui est capable normalement de faire top 10 sur ce genre d'étape. Surtout que je rappelle qu'au Tour de Romandie, il y avait quand même du monde pour la victoire d'étape. Or, aujourd'hui, sur le Tour de France, c'était un peu moins le cas quand même. Et il avait fait également 12e du chrono du Tour de Catalogne. Et là, aujourd'hui, il est 27e, c'est-à-dire quasiment 15 places derrière, et avec un écart qui est quand même assez important. Donc, il va falloir essayer de comprendre pourquoi, parce que même sur le dernier Tour d'Italie, il avait fait 11e et 9e du contre-la-montre à Valdobbiadene. Voilà, donc c'est assez incroyable cette contre-performance aujourd'hui sur cette étape. C'est dommage parce qu'il avait fait jusqu'à maintenant un beau début de Tour de France et là, il perd tout le bénéfice de cette première semaine en une seule étape. C'est un petit peu frustrant. Et puis, on finit avec Bissegger. Bissegger que j'avais mis parmi les favoris aujourd'hui, notamment par rapport à ses performances sur le contre-la-montre cette année. Là, aujourd'hui, 1,22 pour Bissegger. Alors, peut-être aussi que du côté de Stefan Bissegger, on est en préparation pour les Jeux Olympiques. Il a peut-être fait des stages de travail les semaines précédentes et qu'on a accumulé un petit peu de fatigue
Et aussi, peut-être qu'on lui a demandé de finir piano à Stéphane Bissegger, parce qu'on rappelle que le leader de l'équipe, c'est Rigoberto Urán, parce que Ikita aujourd'hui s'est pris une tôle aussi, hein, je vais pas regarder, mais il finit Ikita derrière Quintana. Oui, il se prend 2,45. Donc c'est quand même pas la folie. Et du côté de Bissegger, on aurait quand même pu s'attendre à mieux. Il finit quand même à 1 minute de Stefan Küng. C'est pas l'écart normalement entre les deux. On finit avec un petit point pour le classement général. On n'a pas parlé de Lutsenko, mais Lutsenko est à 1,21/5e. C'est plutôt un bon début de Tour de France pour Lutsenko. On va voir s'il va réussir à tenir dans les semaines à venir. Richard Carapaz donc reste dans le top 10. Ça reste pour moi la meilleure carte chez Ineos. Mais il a déjà 1,44 de retard sur Van Der Poel, c'est-à-dire 1,36 de retard sur Pogacar. Geraint Thomas est quasiment à 2 minutes. Qui on retrouve à Bokeh Mollema, lui est à 2 minutes. Maintenant, David Gaudu, 2,35 maintenant de Van Der Poel. Quintana 2,45. Et puis Esteban Chavez. Je m'attendais pas à grand-chose aujourd'hui de la part de Chavez, mais 3,24 quand même, ça commence à faire beaucoup. Et Richie Porte, avec les pertes des premiers jours, Richie Porte est à 3,58, c'est-à-dire à 3 minutes 50 de Pogacar. Ça risque d'être un petit peu difficile pour être leader de cette formation Richie Porte. Je pense qu'on va tout mettre autour de Carapaz, voire de Geraint Thomas. Je pense que Richie Porte n'est plus coureur protégé dans cette formation. On n'oublie pas également Miguel André Lopez, qui est quand même à 5 minutes 20 pour un leader chez Movistar. Il est quand même derrière Enric Mas. C'était normalement le leader désigné. Miguel André Lopez, il faudra qu'il repasse son chemin. Mais il y aura encore la Vuelta, notamment, normalement, pour ce coureur-là. Donc, il devrait se focaliser maintenant sur la Vuelta et peut-être sur une victoire d'étape pour le coureur colombien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, demain, présentation de l'étape numéro 6 arrive à Châteauroux. On fera le débrief de cette étape le soir. La présentation sera à 7h30. Et puis, on n'oublie pas de réagir dans les commentaires, de partager la vidéo, de s'abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao sur MAX Productions.